Bonjour, bienvenue au podcast Point d'expert. Je me présente Frédéric Dehaye de Groupe Head Office. Dans le fond, je suis ici aujourd'hui au nom des studios OnePod, donc les studios de podcast où on est, plusieurs studios à travers le Québec, à travers même l'Ontario. Puis aujourd'hui, je suis en compagnie d'Émilie Charbonneau d'Impact M10, avec qui on va avoir une super discussion. Là, on a déjà eu un bon début de discussion avant le podcast, donc ça risque d'être fort intéressant. Donc, Émilie, tu peux peut-être commencer par te présenter un peu, me dire un peu c'est quoi ton background, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, puis c'est quoi Impact 10? Oui, ben en fait, Impact M10 est né, ça l'a fait un petit peu plus qu'un an. Impact M10 se dédie en fait à la cause des gestionnaires, entrepreneurs qui actuellement peinent à développer leurs habiletés de gestion. Donc, si je reviens à mon parcours, en fait, moi, je viens du domaine, j'ai un parcours atypique. J'ai découvert le monde des ressources humaines tardivement dans ma carrière. Je viens vraiment du domaine du commerce au détail. J'ai eu mon premier rôle de gestionnaire à 19 ans, donc j'ai appris un peu sur le tas. J'ai fait du recrutement où j'ai été justement en développement d'affaires, où j'ai eu la piqûre des ressources humaines. J'ai rencontré des dizaines et des dizaines d'entreprises et tout ce qui était cette relation. En fait, c'est la relation employeur-employé, les stratégies aussi de gestion des ressources humaines. C'est vraiment un éveil que j'ai eu pour moi. Donc, je suis retournée sur les bancs d'université. En fait, je suis allée sur les bancs d'université à l'âge de 26 ans, un enfant. C'est ça, avec l'accord de merci mon partenaire pour me soutenir. Où est-ce que je voulais, c'est ça, j'ai décidé de refaire ma carrière, de dire c'est ça que je veux faire dans la vie, je veux faire de la stratégie qui lie les humains, les entreprises. J'ai fait DO, ressources humaines à l'université pendant quelques années pour aller chercher ces expériences-là. Mais entre-temps, j'ai pu faire plusieurs postes de consultant RH, consultant développement organisationnel. Je suis allée aussi dans un comité de direction pour une grande firme de ressources humaines. Et puis, c'est ça. Après quelques occasions à côtoyer les entrepreneurs, puis à voir à me sentir à l'aise, à contribuer activement au développement d'entreprise, je me suis dit, je vais l'essayer pour moi. Mais j'avais pas envie de me battre pour des parts de marché. Dans le milieu de la firme conseil en ressources humaines, on se connaît pas mal toutes. On se côtoie, on s'apprécie. J'avais pas envie de me battre pour des parts de marché juste en conseil ressources humaines. Donc, j'ai vraiment cherché un vrai why, quelque chose qui était très à l'intérieur de moi, que j'ai remarqué aussi, puis pas qui me fâchait, mais autant à l'interne, des fois, c'est des situations qui me fâchaient, autant à l'externe, chez mes clients, c'était pour moi une certaine incohérence. On a les dirigeants ou la très haute direction, puis nos gestionnaires. Puis comme consultante, on est souvent entre les deux. Notre client payeur va être les dirigeants, les entrepreneurs, mais on va travailler avec les gestionnaires, les directeurs de département. Mais on est assis à la médaille. Fait qu'on entend les deux parties. Puis à un moment donné, trop souvent, j'entendais voyons donc, il devrait le savoir, c'est sa job, il a été nommé pour ça. Puis de l'autre côté, c'est mais on me l'a pas appris. Ou comment ça se fait que moi, je sais pas, je suis pas outillée pour ça. Fait que là, il y a cette incohérence-là de dire, les deux sont pas conscients qu'un est déçu de l'autre, puis l'autre est déçu de l'autre. Il y a un trou noir qu'on n'adresse pas, puis on nomine des gens dans un poste de gestion, mais on fait quoi avec? Donc c'est vraiment venu de cette cause-là, Impact M10, qui est chère à mon cœur, parce que, à 19 ans, j'ai eu un poste de gestion dans plusieurs succursales dans le domaine de la bijouterie, puis ça m'a amené à me rappeler qu'est-ce qui a fait que j'ai eu autant de succès dans ces années-là. Malgré que j'ai pleuré, on m'a lancé des clés dans le visage, on m'a donné des démissions, mais j'ai été capable pendant 5 ans de faire lever des succursales à 30 % de chiffre d'affaires dans des années où le prix de l'or avait juste pas de bon sens. En fait, c'est parce que j'avais une gestionnaire, une superviseure qui, quand ça allait pas, je l'appelais, elle me disait la vérité. Des fois, c'était de ma faute, des fois, ça ne l'était pas. Puis le lendemain matin, elle était directement dans la succursale en train de m'appuyer moralement à traverser ces périodes difficiles-là. Mais c'est ça. Des fois, des fois, elle m'a fait pleurer, des fois. Mais juste le fait d'avoir un allié, quelqu'un qui y croit, puis de voir ça, elle m'a dit plein de phrases super, super inspirantes. C'est ça. Ça a été mon inspiration. Donc, Impact M10, c'est plusieurs mois de recherche de qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour créer une solution
qui parle aux entreprises, aux employeurs et aux gestionnaires qui vont en bénéficier pour que ça soit le fun de se développer comme gestionnaire puis que ça soit pas shameful, que ça soit pas... En fait, c'est de la faute à personne. C'est ni de la faute aux entrepreneurs, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la patience, puis c'est correct. Puis c'est pas de la faute aux gestionnaires, ils font leur mieux. Ils font ce qu'ils peuvent. Fait que nous, on va venir vraiment ajouter de la valeur dans cette zone-là pour que les entreprises puis les environnements de travail soient juste mieux, avec des gestionnaires mieux outillés. Ouais, ben, tu sais, je pense qu'effectivement, c'est un super bon créneau, là, parce que pour être moi-même entrepreneur d'une petite équipe, là, on est 8, pour côtoyer un paquet d'entreprises, tu sais, je pense qu'il y a clairement un problème souvent dans les... Tu sais, des fois, on dit trop de chefs, pas assez d'Indiens, puis tu sais, des fois, il y a de l'information qui se rend pas. Fait que tu sais, je pense définitivement, il y a quelque chose, puis je le vis au quotidien, là, tu sais, que l'information circule entre la haute direction puis les gestionnaires. Y a-tu des situations que tu vois souvent? Y a-tu des problèmes qui se répètent souvent d'une entreprise à l'autre? Puis tu sais, tu peux nous en dire un peu, peut-être dire un peu comment tu peux régler ça ou c'est quoi les pistes de solutions pour ça? C'est peut-être surprenant, mais c'est tout le temps les mêmes problèmes. Dans le sens où notre démarche est faite pour comprendre le contexte de chaque entreprise avec chaque personne et chaque gestionnaire. Mais au final, les grandes thématiques sont les mêmes. Fait que c'est pour ça que ça nous permet quand même de bâtir des plans d'action qui vont, oui, avoir des outils similaires, mais devenir vraiment individualisés à chaque contexte parce que communication. Ça revient toujours dans tout, là. La communication, c'est parce que, c'est ça, on pense qu'on communique, là, mais on entend ce que les autres disent. C'est un peu ça. Puis on parle, puis on entend, mais on communique pas. Les problèmes de perception. On ne travaille qu'avec des perceptions. On a chacun notre côté de médaille, puis on ne peut pas non plus comprendre l'autre côté de la médaille. L'humain est fait comme ça. Ouais. Fait que ça revient souvent, fait que ça m'emmène à avoir des phrases que je dis régulièrement qui est « lui as-tu adressé? » ou bien est-ce qu'il te l'a dit? Oui, parce qu'on interprète souvent sans que ça soit vraiment dit ou vraiment pensé. Exactement. Fait que principalement, en gestion, c'est pas... Tu sais, on va entendre de s'organiser, gérer son temps, mais ça, c'est des symptômes. Les symptômes sont tous les mêmes. C'est ça. Il ne sait pas s'organiser, il ne sait pas travailler la stratégie ou il ne fait pas ce que je m'attends qu'il se fasse. Mais ça, c'est tous des symptômes. Moi, j'accueille les symptômes, puis on va aller travailler les problèmes. À l'origine du problème aussi, parce que des fois, on met un pansement sur un bobo, mais on ne règle pas le problème à la source. Fait que, 100%. Des fois, ça revient, puis ça fait des problèmes récurrents. Mais communiquer les attentes, d'en haut jusqu'en bas, puis en bas jusqu'aux équipes d'employés, mais on doit changer le vocabulaire aussi. Fait que ça tourne majoritairement autour de la communication, mais c'est rare qu'on va venir vers nous pour nous dire on a des problèmes de communication. C'est pas souvent les entrepreneurs, ils ne savent pas. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont un problème à ce niveau-là. Parce que c'est complexe, la communication. Donc, on ne peut pas dire il me semble qu'on ne communique pas assez ou parce qu'on va se parler. Mais est-ce qu'on a pris le temps de communiquer les attentes? Est-ce qu'elles sont dites clairement? Puis on le sait, les entrepreneurs, veut pas, on est fait pour être pas clair. Oui, effectivement. On a des idées, on imagine, on voit, c'est très clair dans notre tête, mais ceux qui ont d'autres profils ne liront pas la même chose que nous, où on pense que ça a été transmis, mais c'est pas transmis. Ouais, tu sais, nous, le mot d'ordre chez nous, c'est valide. Là. Si t'es pas sûr, même si tu penses que t'as compris, des fois, juste aller valider, j'ai compris ça, c'est-tu bien ça que tu voulais? Tu sais, je pense que c'est un problème, tu sais, ça va vite. Tu sais, on le sait dans les entreprises, surtout dans les plus petites équipes, tu sais, ça va très vite, il y a moins de monde impliqué, on se parle pas beaucoup. Tu penses-tu que c'est plus difficile dans des grandes entreprises ou des petites entreprises où chaque grosseur d'entreprise a son genre de problème? C'est pas plus difficile, mais ça touche plus de gens. Ouais. Parce qu'il y a les différentes strates. Mais au final, la mobilisation des équipes, la motivation était à plus que 50% impactée par le gestionnaire. Fait que dans la grande organisation, c'est qu'on va avoir des micro-cultures. Alors que dans la très petite entreprise, ça va être une grande équipe. Donc oui, ça peut sembler plus complexe, mais tout doit quand même se travailler par
petits segments. On pourra pas, ça va être très complexe de dire, ben, OK, le département RH, occupez-vous d'améliorer la communication. Ça fonctionnera pas, là. Il va vraiment falloir communiquer parce que même si on parle la communication d'en haut, est-ce que chaque gestionnaire a été outillé, a l'habileté de transformer cette communication-là, l'adresser de la bonne façon? Est-ce qu'il va le faire? On voit beaucoup dans les organisations c'est pas fait. Mais nous, ce qu'on va aller voir, c'est mais pourquoi? Pourquoi c'est pas fait? Ouais. Des fois, c'est la confiance aussi managériale. Donc, on va transmettre un message à communiquer, on va transmettre des directives, mais on prend pas le temps d'aller valider est-ce que la personne elle est confortable avec le message. Je vois énormément de courriels puis de Slack. On se cache derrière les écrits. Ça fait juste améliorer les problèmes de communication. Ouais. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de... Tu sais, les employés, des fois, ne comprennent pas. Puis tu sais, ce que moi, j'ai réalisé, c'est que des fois, quand tu donnes des directives puis qui sont soit mal compris ou mal reçus par les employés, bien, il n'y a pas d'engagement. Puis là, c'est là que les projets n'arrivent pas puis que, tu sais, l'information ne se rend pas parce que les gens sont comme, ah, je suis pas sûr que j'aime l'idée ou, tu sais, il n'y a pas d'engagement vers cette idée-là. Fait que tout le côté culture d'entreprise puis s'assurer que c'est compris et que tout le monde va dans la même direction, qu'ils comprennent pourquoi la direction veut aller dans ce chemin-là, je présume que ça doit aider, mais le défi, c'est de faire en sorte que cette information-là circule. Oui, puis pour optimiser ça, ben là, on part de gestion du changement. Puis là, c'est un peu à la mode dans le sens qu'on entend parler de gestion du changement. Des fois, la problématique, c'est que à parler seulement de l'expertise de la gestion du changement, c'est qu'on donne la perception que c'est complexe. Faire de la gestion de changement, c'est pas donner un contrat à 30 000. C'est pas obligé d'être ça. Il y a des notions très, très simples que si on forme ou on accompagne le gestionnaire à comprendre les initiatives en gestion du changement, bien, on va pouvoir les travailler en amont puis faciliter énormément de ces choix-là, ces décisions-là organisationnelles. Mais la gestion de changement, ça se travaille avant de communiquer la décision. Donc, déjà, quand on impose un changement ou quand on communique un changement, on est déjà trop tard. Fait qu'il faut que les gestionnaires et les équipes de direction soient outillés pour comprendre des principes qui sont vraiment pas si compliqués que ça, pour pouvoir faciliter en amont ce processus-là. Il y a des façons aussi d'impliquer quand même les équipes d'employés dans la prise de décision, mais de garder le veto de la décision, mais au moins qu'ils se sentent interpellés et impliqués, et compris, entendus, ça va déjà augmenter leur niveau d'adhésion, puis ça va être facilitateur facilitateur pour les gestionnaires qui vont devoir continuer à mobiliser. Fait que des fois, quand on dit qu'on n'outille pas ou qu'on n'accompagne pas les gestionnaires, ben juste ça amenait aussi des petites problématiques, là. Puis tu parles beaucoup, tu sais, d'outils. Comment ça fonctionne quand on commence à travailler avec toi? C'est quoi le fonctionnement? C'est quoi les premières étapes? Ouais. Dans la vraie vie, là, ça se passe comment? Ben, moi, j'aime dire, j'outille pas avec des PDF puis des tableaux Excel, puis on en a. Sont accessibles. Outiller un gestionnaire, c'est partir du naturel de la personne. Fait que la première étape, c'est être conscient de soi, conscient de ses triggers. Pourquoi je vis des émotions? Pourquoi Stéphanie, elle me tape ses nerfs? Pourquoi Dominique, là, j'en dirais que je comprends pas pourquoi il fait ça. Il faut comprendre qu'est-ce qui nous irrite ou comment qu'on se sent. Puis pour ça, mais ça part aussi de moi, je suis qui? Je suis comment naturellement? Moi, si je gosse du monde... Où c'est que je risque de gosser des gens? Fait qu'on va y travailler vraiment, puis c'est là qu'on est allé chercher des outils psychométriques scientifiques, mais aussi pas dans le but de passer des évaluations. Les outils comme ça, c'est un support à la discussion qu'on va avoir avec la personne pour l'amener à identifier elle-même ses forces, ses zones naturelles, parce qu'on peut toujours circuler parmi toutes les forces possible, mais quand on part de notre zone naturelle, ben des fois, on travaille plus fort pour se rendre. Mais si on travaille plus fort pour se rendre, ben on consomme plus d'énergie. Fait qu'on va vraiment travailler avec le naturel. Pourquoi aussi? Ben parce que de toute façon, sous stress, le naturel revient au galop. Fait qu'aussi bien d'être au courant avant que ça arrive. Puis aussi éveiller à la différence, parce que ça permet aussi de dire, ben si moi, je suis comme ça, ben dans ma gang, là, ils sont tous différents.
Fait que, tu sais, la fameuse phrase, tu moi ou. Ben, il faudrait se la dire plus souvent. Parce que c'est souvent nous autres. Puis il le faudrait aller problème. jusqu'au bout de cette question-là. Ouais. Fait qu'on va travailler sa perspective, puis l'idée, en fait, c'est des concepts qu'on vient aider la personne à s'éveiller, qui est la perspective, les perceptions qui peuvent être différentes, pour mieux comprendre aussi à quel point il peut impacter la personne en faisant le choix volontaire de faire un petit effort d'adaptation, un petit ajustement dans son interaction pour voir à quel point l'impact est complètement différent. Juste parce qu'on a compris. Fait qu'on va travailler vraiment avec l'humain. Fait qu'outiller, là, pour moi, c'est déclocher des affaires. Ouais. C'est juste de mettre le doigt sur la bonne affaire puis de le... Oui, on va venir vraiment faire des fois, mes clients disent des aha moments, là. Ouais. Puis c'est un peu ça qui nous anime le plus, c'est quand on voit la révélation dans les yeux, puis c'est des affaires. C'est juste qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que ça, c'est une partie. Puis après ça, oui, il y a les fameux outils où est-ce que des fois, on va travailler la gestion du temps, on va travailler aussi la confiance, comment donner de la rétroaction. Donc ça, selon la personne, selon le profil aussi, mais on va aller travailler là où est-ce que ça crée de l'impact. Vraiment, pour l'entreprise. Et c'est important de savoir aussi que Impact travaille avec les organisations. Donc, notre promesse, c'est d'aligner notre accompagnement aux objectifs organisationnels à travers, justement, le travail des objectifs individuels. Fait qu'on agit là où ce que ça compte pour le succès de l'organisation. OK. Puis là c'est beau, tu sais, t'aides plein d'entreprises, plein de gestionnaires, mais toi, comme entrepreneur, c'est quoi les gros défis que tu vis comme gestionnaire? Parce que, tu sais, je présume qu'il y a un bout de ton côté gestion que tu dois maîtriser, là, mais, tu sais, être gestionnaire, ça vient avec un paquet de choses. Ce serait quoi les plus gros défis que tu as comme entrepreneur? C'est vraiment deux choses différentes parce que mes forces d'entrepreneur font mes faiblesses de gestionnaire. Puis je ne suis pas une bonne gestionnaire, c'est drôle, hein? Mais c'est un petit peu ça aussi, c'est le fait d'avoir été pas tout le temps une bonne gestionnaire qui m'a amené à me dire, OK, maintenant, je fais quoi? J'ai le profil parfait pour être un micromanager. Pourquoi? Ben parce que j'ai le côté anxieux du micromanager, j'ai le côté aussi des besoins de sentir qu'on vise la perfection. J'ai ça. Maintenant, je fais quoi? Fait que c'est en m'outillant moi-même que j'ai dit, hey, mais ça marche. Donc là, je veux faire ça avec les autres. Mes défis comme gestionnaire, c'est ça. Donc, c'est tomber dans le micromanagement, de vouloir faire à la place d'eux. Puis pour ça, c'était de comprendre que, j'ai pas du monde plus autonome, puis je suis pas capable de déléguer. Fait que comme gestionnaire, oui, ça peut être ma faiblesse, puis c'est de le vulgariser. Moi, une des choses que je dis à mes équipes ou à un nouvel employé, c'est j'ai besoin de suivi, j'ai besoin de savoir où est mon équipe. Fait que c'est de parler de mes besoins à moi. J'ai besoin de sentir que je suis prête à vous aider à tout moment. Puis pour ça, fidez-moi en reporting. J'en ai besoin. Puis si vous me dérangez pas, parce qu'il y en a qui me répondent « Ouais, mais je veux pas te déranger pour ça. Ça me dérangera jamais de savoir qu'est-ce qui a avancé. T'as-tu eu un succès? Mais moi, ça m'aide à pas descendre vers le bas, à aller récupérer de l'information qui va me rassurer moi ou qui va me soulager. Fait que aidez-moi à me gérer en remontant de l'information, puis je serai pas micromanagement. Au niveau entrepreneurial, je les ai toutes faites, les gaffes du nouvel entrepreneur. On les a toutes faites. Perdre de l'argent, aller trop vite. Fait que les plus gros défis, c'est que je pense que j'ai parti mon entreprise dans l'idée que si j'ai le cash flow, puis que je vais en externe pour faire pour travailler les fondations, que ce soit finance, marketing, tout va bien aller. Que c'était juste une question d'investissement, alors que sélectionner les bonnes personnes talentueuses, communiquer clairement ce qu'on a besoin aussi, c'est tous des défis que j'ai rencontrés. Fait que là, je fais plus de due diligence. Puis j'essaie aussi de me reposer sur les besoins de l'entreprise, mais c'est de m'entourer aussi. J'ai un mentor, j'ai eu des coachs, puis ils ont le droit de me dire les vraies affaires. Ouais. Fait que c'est de les écouter. Puis tu sais, dans ce que tu disais, je trouve ça intéressant de...
sais, comme gestionnaire, je pense qu'on peut pas avoir tous les talents, là, comme dans à peu près n'importe quoi. Puis, tu sais, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi nos forces, nos faiblesses. As-tu des trucs, des outils? Y a-tu des livres que tu as lus? Y a-tu, c'est quelque chose que tu peux dire à un entrepreneur qui se questionne à savoir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses? Je commence par où? Ou il t'appelle, puis tu vas les aider à le voir, là. Mais y a-tu des. Y Ça a-tu serait un des... bon truc, Ouais, ce serait un bon oui. truc, là. Mais, tu sais, sinon, y a-tu quand même des outils ou des choses que tu peux recommander à quelqu'un qui veut se connaître puis savoir sur quoi il faut qu'il commence à travailler? Hem, oui, tu sais, il y a énormément de lectures. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un. Moi, j'aime le blending learning. Fait que, tu sais, je dirais, autant si on est sur les médias sociaux, mais tant qu'à te perdre sur les médias sociaux, gère ton algorithme. Fait que fais des recherches sur ce qui va t'aider vraiment, puis train ton algorithme à te feeder sur ce que tu as besoin aussi dans ton cadre professionnel. Là, ça va t'éviter de perdre ton temps sur des vidéos de chats. Mm. Tu sais. C'est un bon début. Fait que moi, j'aime beaucoup apprendre avec du contenu plus à durée plus limitée. Les podcasts, évidemment, mais s'entourer de gens qui ont l'autorisation d'apporter une perspective très neutre, différente, mais de les écouter, de les entendre là-dessus, puis d'accepter qu'on n'est pas parfait, puis de choisir d'apprendre. Tu sais, c'est un choix qu'on doit faire d'apprendre. Il y en a qui en ont assez. Tu sais, donc, si on veut aller en entrepreneuriat ou en gestion, la gestion, c'est apprendre à tous les jours. Fait que, il faut faire ce choix-là, d'apprendre, de se remettre en question, puis de voir l'erreur pas comme une faiblesse, mais toujours une opportunité d'en tirer une réflexion ou un apprentissage. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, moi, je suis rendu à 51 ans. Là, je suis en affaires depuis 2008. Puis j'apprends encore plein de choses. Puis dans les derniers mois, j'ai appris énormément de choses sur moi. J'identifie encore des faiblesses que j'ai. Puis je suis encore en train de trouver des solutions pour essayer de les régler. Fait que je pense, comme tu dis, d'être à l'écoute de ce que mais d'être ouvert et puis de le demander aussi. Parce que moi, personnellement, je ne donnerai pas mon opinion à quelqu'un qui ne me le demande pas. Fait qu'il ne faut pas avoir peur De le de le demander. demander. Puis à la limite, tu sais, d'engager des gens justement qui ont cette compétence-là. Tu sais, tu disais tantôt que c'est important des fois d'aller chercher à l'externe les compétences qu'on n'a pas, mais si celle-là, on ne l'a pas, ben, d'aller voir des gens qui peuvent justement nous aider à voir plus clair puis à nous réaligner. Par rapport à ça, là, si on touche plus le côté entrepreneur puis qu'on tombe un peu dans le marketing, parce que tantôt, on avait une discussion sur tes nouvelles stratégies. Oui, Puis, oui. tu sais, qu'est-ce que tu fais pour... Parce que, tu sais, comme entrepreneur, on est souvent très occupé à gérer nos clients, mais c'est important de continuer à faire du développement. Ouais. Comment tu fonctionnes, toi, pour avoir l'équilibre entre les deux? C'est quoi les outils que tu utilises pour te faire voir, te faire connaître de tes clients? Ben, je le sais pas encore, ça. C'est un apprentissage en continu, je pense aussi. Ben, c'est sûr que, genre, au niveau marketing, c'est de regarder toujours les années qui s'en viennent, de pas regarder ce qui se fait aujourd'hui, puis surtout pas ce qui se fait hier. Ça change, ça n'a pas de Ça va sens. vite. On n'a aucune idée, on est où dans 2 ans. Fait que je fais du marketing. Mes stratégies sont faites en conséquence de mes clients dans 2 ans. Donc, on s'en va vers le vidéo. On le sait, on s'en va vers les médias sociaux, mais je fais pas du média. Tu sais, des fois, je le dis, je fais pas du média social pour mon ego. Là, tu sais, je le fais parce que c'est ça qu'il faut Faut faire. faire, ouais. Ça m'a pris du temps à l'assumer. Mais en même temps, en le faisant, ben, c'est là que j'ai vu, ben, ça fait pas mal. Je pense que j'étais à un stade où, so what? Ouais. Tu sais, j'ai des choses à dire. Puis je parle au nom de l'entreprise. L'entreprise a des choses à Ouais. dire et a une mission. Fait que c'est de le faire pour la mission. Puis je veux parler aux gestionnaires. Je veux démocratiser le management. Fait que je le sais, en sachant ce que je veux. Après ça, les stratégies viennent un peu tout seul. Puis je suis partie en disant, ben, on lance des lignes puis on regarde ce qui marche. Ouais, C'est pas l'essai moi qui erreur, va le puis- décider, c'est ma cible. Ouais. Fait on lance des lignes. Actuellement, les commentaires sont bons. Ça fonctionne bien. Après ça, ben, c'est la gestion du temps. Donc, de pas hésiter à aller à l'externe. Là. C'est pas, on va perdre trop de temps à garder ça à l'interne. Et aussi, ce que j'ai appris au niveau vraiment de tous les volets marketing, site web, SEO, name it, c'est dur de trouver des bons collaborateurs que ça fit aussi au niveau de la communication. Donc, de ne pas hésiter quand ça ne fonctionne pas à le nommer. À se mettre dans une position de client, ça m'a pris du temps. Ouais, c'est dur, hein? Quand C'est tu dur. es d'habitude d'être de l'autre côté. Là, Oui. Bien, en tant que consultant, tu sais,
c'est nos clients, puis quand on tombe client, on veut pas être le client chialeux, on veut pas être le client difficile, on veut, tu sais, on veut pas, puis en marketing, c'est que là, on touche vraiment à leur créativité, à leur décision stratégique, tu sais, leur expertise. Ça m'a pris du temps à adresser, puis à vraiment prendre ma posture de cliente. Mais dans la dernière année, oui, j'ai dû briser des collaborations pour essayer. Puis actuellement, je pense être satisfaite de mes D'avoir fournisseurs pour les m'aider. bons partenaires. Ouais. Puis ça occupe-tu beaucoup de place, justement, toute la gestion des réseaux sociaux dans, tu sais, dans ta semaine, là, à travers tout ce que tu as à faire? C'est. Je pourrais pas faire le volume que j'ai avec toute seule. Ça Ouais. serait impossible. Fait que, tu sais, j'ai des gens en externe. Tu sais, mes montages, le plus c'est clé en main, le mieux que c'est. Fait que c'est des investissements, mais qui sont assumés, puis qui sont surveillés, analysés de près pour être sûr aussi de poursuivre ces investissements-là, là où pas que ça rapporte nécessairement, mais ben oui, ça rapporte, mais où il crée l'impact désiré. Donc, autant au niveau des conversations, au niveau de l'engagement, tu sais, le but, c'est de devenir... Impact, c'est pas juste des services d'accompagnement, mais Impact veut aussi devenir une ressource d'information, mais une ressource qui est près du terrain, une ressource qui est accessible. Ça sera pas, tu sais, c'est pas des articles de blog d'expertise qui s'en vont sur le site web, là. C'est du contenu qui viennent du terrain, qui vont être exprimés de manière à pas pelleter des nuages, puis vraiment applicables. Du concret, puis qu'on peut mettre en pratique. Ben oui, parce je connais mes clients, tu sais, quand j'ai démarré Impact, c'est venu aussi de la réflexion où, par exemple, sur LinkedIn ou sur plusieurs réseaux, tu sais, on est super bon pour faire des carousels en 28 conseils pour donner de la rétroaction, là. Tu sais, on est super bon pour rédiger un article de blog pour dire à quel point qu'un bon leader, ça doit être ça. Mais tu sais, à un moment donné, est-ce qu'on les aide ou est-ce qu'on fait juste leur dire à quel point ils sont pas bons? Ouais. Fait que moi, je voulais faire différent parce que tes 28 conseils, ben, c'est pas vrai que demain, ton gestionnaire, ton entrepreneur, il va appliquer ces conseils-là puis qu'il va réellement changer de manière durable son approche ou ses pratiques. Puis je suis un peu allergique au pelletage de nuages. Ouais. Donc, l'idée, c'est de faire différemment puis de surtout pas nuire plus qu'aider. Puis tu sais, tu disais tantôt que tu trouvais ça difficile de jouer le rôle du client, mais un entrepreneur, c'est quel genre de client? C'est un client qui a un ego gros comme le monde puis qui écoute pas ou qui est capable de se mettre vulnérable puis d'écouter justement ce que tu peux y apporter ou il va le faire parce qu'il est juste avec toi. Parce que, tu sais, moi, j'en côtoie des entrepreneurs puis quand tu demandes à un entrepreneur si ça va bien, sa bouche te dit toujours que ça va super bien, mais des fois, son non-verbal dit un peu le contraire. Mais quand tu commences à travailler justement avec un gestionnaire qui... Il est-tu assez vulnérable pour dire, gars, j'ai un problème, mon équipe, il y a de quoi qui passe pas, il y a de quoi qui fonctionne pas, ou c'est des clients difficiles? J'ai la chance d'être dans une posture où, du moment qu'ils viennent vers nous, ils sont ouverts à entendre qu'il y a des problématiques dans l'entreprise. Ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois où, des fois, c'est le gestionnaire qui n'est pas conscient. Il y a un niveau où je peux pas aider. Puis ça, je vais le dire. On n'est pas prêt. Parce qu'il y a juste une chose que je peux aider. En fait, il y a juste une chose que mes clients contrôlent, puis c'est eux-mêmes. On ne contrôle pas les autres personnes. Fait que ceux qui viennent vers moi, puis avec qui on va vraiment travailler, c'est qu'ils acceptent que la seule personne avec qui on peut travailler, c'est toi. Et que c'est dans ton approche, puis un client qui m'a dit « Je veux outsmarter ma gang ». J'étais comme c'est une façon quand même de le voir dans le sens que c'est ça, c'est de voir OK, ben comment je peux le mobiliser? OK, si je fais ça comme ça, ben il va partir. J'ai déjà dit, tu sais que si tu as une critique ou un recadrage à faire, un bon gestionnaire va être capable de faire rentrer la personne, même si ça ne sera pas dans son bureau parce qu'on ne va pas le conseiller, mais bref, quand la personne elle va repartir plus motivée qu'elle était quand elle est rentrée. Puis tu vas recadrer la personne. Puis là, quand les gens comprennent ça, c'est là qu'on comprend qu'est-ce qu'on a travaillé puis à quel point, quand tu te gères toi puis que tu te développes toi, tu peux créer cet impact-là. Fait que oui, j'ai la chance que les entrepreneurs... en fait, si l'entrepreneur ne se rend pas vulnérable avec moi ou le gestionnaire, si je n'ai pas son authenticité,
ben, je peux pas créer la valeur que je peux créer avec nos pratiques puis nos outils. Fait que c'est d'aller... Par contre, c'est notre responsabilité de favoriser un peu de tasser les barrières puis d'aller chercher la confiance de la personne. Mais j'ai pas le fameux type entrepreneur, tout va bien, je suis... Parce qu'il vient quand il a besoin de toi. Ben, quand il sent, tu sais, il y a cette phase-là, puis j'ai beaucoup dans la start-up post-croissance un peu. Tu sais, la phase 2, là, d'une croissance d'entreprise, tu sais, c'est, OK, je démarrage, mes clients y adhèrent, parfait, ça va bien, puis à un moment donné, oups, c'est le chaos. C'est le chaos parce que ben, toute le besoin de structuration, les embauches, les clients, ça lève. Moi, j'interviens dans cette zone de chaos-là. Fait que tu as deux choix. C'est soit que tu t'assumes que ben, personne n'est parfait, puis on va trouver des solutions, ou soit que tu continues à penser que c'est de la faute ou que c'est ton environnement qui n'est pas bon, ben, ça avance pas, puis c'est ta business au final qui avance pas, puis qui va pas pouvoir passer cette étape-là. Parce que c'est vraiment intéressant. Si quelqu'un a besoin de tes services ou qui a envie de t'écouter, envie de te voir, où on peut te trouver, réseaux sociaux, site web. Ben, à date, un peu partout. ImpactM10.com, mais surtout LinkedIn, super accessible. On est sur on est sur Instagram, on est sur TikTok. Merci à mon équipe qui connaît ça beaucoup mieux que moi. On va être aussi, on a un podcast qui sort peut-être qui va être déjà sorti le 2 juillet qui s'appelle Gère-toi. Donc, qui va être disponible sur le site et sur tous les médias de podcast. Donc, on peut nous joindre de différentes façons. Bien, excellent. Bien, merci beaucoup, Émilie. Puis pour ceux qui ont envie de faire du podcast, on vous invite à visiter Unpod, les studios Unpod. Puis on va suivre ça de près, la sortie du podcast en juillet. Bien hâte d'écouter ça. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.